Oui, Jean-Max Touron. Il est là, Jean-Max? Parce que Jean-Max, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît bien la Vézère, c'est certainement lui. C'est une vision, je veux dire, la première impression, je dis, je suis un public, je dirais, normal, qui se laisse accrocher, qui se laisse parfois déstabiliser. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un univers un peu féerique. D'ailleurs, vous avez parlé de Simone Veil. Voilà. Et je dois dire qu'il y a à la fois l'artiste, à la fois les couleurs, ça interpelle et ça percute, mais en même temps, il y a une ambiance. J'ai l'impression qu'il y a une âme. On retrouve un peu la Vézère. Je disais toujours qu'on parle toujours de l'homme sur la Vézère, mais comme on dit, de la femme. Donc moi, j'ai toujours voulu réintituler à Sarlat la Dordogne avec la femme. La femme. Donc ça me paraît très bien. Donc je suis assez émerveillé. On m'a expliqué quelque chose dans laquelle il faut rentrer, parce que c'est presque de la psychologie sur la biodiversité et sur le banquet des Vénus de la préhistoire. Ça, c'est assez extraordinaire d'avoir eu cette idée de regrouper autour d'un banquet de la préhistoire avec des petites explications qu'il faut lire. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Et alors, le summum, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est juste derrière le mur, là, dans votre salle. Comment vous êtes venu l'idée d'interroger l'intelligence artificielle sur une période que vous lui disiez, je vous passez la parole. Je voudrais, moi, puisque nous avons Jean-Max Touron, vous savez que c'est le grand magicien de nos grottes, de notre préhistoire, etc., qui est ici, et je voudrais qu'il nous dise un peu comment il ressent ça. Parce que lui, son âme repose vraiment dans la préhistoire. On m'appelle le collectionneur de falaises. Et effectivement, je commence à avoir un morceau dans la Vézère et de la Dordogne. Et Amos, tu as un sens de l'observation. Tu as vu des choses dans ces falaises, tu as vu des visages, tu as vu des animaux que j'étais passé à côté, j'avais zappé. Vraiment, ton œuvre est superbe, il paraît qu'elle n'est pas complète. Il n'y a pas assez de place pour tout exposer. Ouais. Mais les pierres aussi. La pierre qui parle, la pierre peinte, ou celle qui n'est pas peinte et que vous avez travaillé. Non, je dois dire qu'il faut se laisser prendre. Il faut se laisser emporter et réfléchir. Notre philosophe, responsable des affaires culturelles, qui est un penseur, qui regarde tout ça. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le fil conducteur, s'il y en a un. S'il y en a un, bien si tout ça, ça semble de manière un peu féerique, sans même d'ailleurs toutes les questions d'aujourd'hui de la biodiversité. Ceci dit, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne suis pas certain que les Vénus de la préhistoire pensaient à ce qu'elles allaient nous léguer. Aujourd'hui, peut-être, mais bien sûr, il faut penser aujourd'hui aux générations futures. Je veux dire qu'on n'y pense pas beaucoup. Quand je vois le plastique qui est sur la commune, sur notre commune, on ramasse plusieurs tonnes de plastique. Et ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on nous dit que le plastique, il faut le traiter. Alors là, c'est moins féerique que cette exposition, mais en tous les cas, je crois que tout le monde aujourd'hui est interpellé. Et vous savez, les plus interpellés, et c'est pour ça que j'avais dit à Marc et les ceux qui sont responsables de l'éducation,
il faut travailler avec les enfants dans nos écoles maternelles, dans nos écoles élémentaires et primaires élémentaires. Pourquoi? Parce que ce sont les meilleurs vecteurs des messages. C'est vraiment eux qui sont touchés par ça, qui comprennent et qui disent des choses. Il y a quelque temps, j'étais dans la carrière et il y avait un monsieur qui froisse sa cigarette et qui la jette. Et bien son gosse qui devait avoir 5-6 ans, lui dit non, papa, il ne faut pas faire ça. Il a été le ramasser pour le mettre un peu plus loin. Et ça, c'est très symptomatique. Et on voit, quand on voit l'engouement dans nos écoles primaires, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est protection de la nature, ça des enfants, je pense, sont vraiment les meilleurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire un grand merci. Je sais qu'il y a des conférences, qu'il y a aussi des promenades. Non, mais c'est surtout des conférences, puisque c'est une performance artistique. J'invite des personnes sur l'environnement, sur la question de la biodiversité, sur l'eau, des personnes dans le milieu pour cet après-midi. Et donc, les conférences se sont ouvertes à partir de 15h jusqu'à 18h. Donc, bien. On va vous passer la parole. Et là, est-ce que tu veux dire quelque chose? Une pensée lointaine? Non, pas de discours. Vraiment, je trouve que c'est très politique de parler d'abord d'homme comme de la femme, et de l'homme, la femme est là. Elle fait un banquet de Vénus. C'est un univers onirique rêvé, mais qui prend, on le verra tout à l'heure, parce que je vais plutôt faire un discours, je vais demander à Anne de donner des clés de lecture, notamment sur le tableau qui est au fond, et qui est une carte à la fois topographique et à la fois onirique du triangle entre ces deux rivières qui sont symbolisées à travers deux serpents qui serpentent en vallée. Et donc, je crois qu'elle a beaucoup à dire, même si elle appréhende, parce que le propre des artistes, c'est qu'ils font. Et quand on leur demande de le dire, souvent, ils sont un peu désemparés. Et c'est bien que ce soit ça. Parce que si c'était des paroles, ils ne parleraient plus. Donc, voilà. J'en arrête là et je voudrais que ce soit Anne qui prenne la parole. Merci, Marc. Donc, bonjour à tous, et ceux que je n'ai pas salués. Voilà. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, et à travers vous, la mairie de Sarlat, pour votre soutien et pour avoir accepté d'accueillir mon exposition dans ce remarquable palais de l'ancien évêché. Je tiens également à remercier chaleureusement Marc Pintatouré pour sa confiance, son suivi attentif, sa disponibilité, et sans lequel cet événement n'aurait pas vu le jour. Merci également au service administratif en la personne de Nadine Labattu, qui doit être tout à fait au fond, je la vois. Voilà. Et au service technique, en particulier de Jean-Michel Mathieu, pour la mise en lumière. Merci à Marco Zani de la librairie La Boutique qui organise avec dynamisme des rencontres littéraires qui auront lieu ici même samedi prochain. Donc on sera le 30. Plus de 14 auteurs locaux seront présents. Merci à l'ensemble de mes partenaires, les 2 communautés de communes, c'est nommé Vallée de l'Homme et Périgord Noir, les 2 chambres consulaires, la chambre de métier Antenne de Sarlat et la chambre d'agriculture de la Dordogne, Radio Vallée d'Isère aussi, Dessort Saint-Madé, Sud-Ouest qui est le site. Bon. Muriel et Thierry Baudry du Château d'Archères qui nous offrent une dégustation de leur récolte. Merci également à Jean-Max Touron pour son soutien. Merci également à mon équipe logistique pour le transport et l'installation de tout ce que vous voyez ici. J'ai nommé Jean-Rémy Latour, Philippe Gadot,
Alain et Dominique Demata, Marc et Guillaume Jaroussi, Cécile et Michel Chrétien, Michel Tinas. Et un merci particulier à mon agent et directeur artistique, mon fidèle compère, Laurent Pignard. Enfin, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre amicale présence. Alors pourquoi cette exposition? Une exposition qui parle de préhistoire, mais pas d'archéologie, peut-être pour réunir deux vallées, deux rivières, relier passé et présent, pour penser le temps long. Assurément une exposition qui tente d'exprimer la poésie que m'inspire ce territoire exceptionnel, la vallée de l'Homme et le Périgord noir. Car périgourdine d'origine et ayant résidé près des Aisies, l'art pariétal m'a très tôt inspiré. Juste une précision, les œuvres de nos ancêtres, des temps les plus anciens, nous prouvent que le désir de création esthétique est une attitude spécifiquement humaine. Et si dans ce travail, j'ai fait apparaître l'intelligence artificielle sous forme de texte et ainsi la confronter aux origines de l'art, c'est pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui les artistes, les créateurs, les auteurs, les journalistes, les musiciens, les scénaristes sont profondément questionnés par la puissance inédite de cette technologie qui tend à se substituer à notre créativité humaine, à notre imaginaire et à bientôt notre réel. Désormais, quel est le sens de l'acte créatif? Comment peut-on encore créer? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas nous voler? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'au-delà de ma création personnelle, j'ai souhaité, sous la forme d'un événement artistique, inviter des responsables et des acteurs locaux, des artistes, des artisans, eux aussi amoureux de ces territoires, soucieux de leur environnement, afin qu'ils expriment les raisons de leur attachement à cette région et partagent leur engagement, leur inspiration, leur vision. Je les remercie tous d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Cet après-midi, vous pourrez faire leur connaissance et entendre leurs témoignages à partir de 15h. Cette performance fait intégralement partie de mon exposition. Pour moi, l'art doit être au service du vivre ensemble, et c'est cela le projet Vézéra, un projet culturel de territoire. Cela, l'intelligence artificielle ne peut pas nous le voler. Ce Vézéra Project mériterait peut-être d'être approfondi à l'avenir. Pourquoi pas sous la forme d'un festival de territoire liant passé, présent et avenir. Je me permets de lancer l'idée. Merci à tous. Si vous n'en avez pas assez de la parole, j'aimerais que tu laisses tomber ton papier, voilà, et que maintenant tu nous expliques un peu le tableau au fond. C'est une installation. C'est une installation. D'accord? On va se déplacer et on va essayer de faire une sorte de médiation. Je sais que c'est difficile pour Anne de faire cet exercice, mais alors, la pierre qui a l'angle gauche en bas cache un peu les deux têtes de serpent. Vous avez en bas la tête gauche. Nous sommes ici. Les cibles représentent des points nouveaux, c'est-à-dire des jeux. Et à partir de là, Anne, justement, va nous expliquer que ça photographie. Alors, les photographies, on va commencer par une construction. Je suis au fond de la grotte, en fait. Voilà. Donc, si vous pouvez voir, il y a un effet de rayonnement et de vortex. Et c'est comme ça, ça m'est arrivé dans la tête. Je ne savais pas comment rendre le fond de la grotte. Je me suis dit, mais bon, il faut que j'aille au fond de la grotte, il faut que j'en sorte, il faut que j'en émerge. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on aura le sentiment de ces cartes. Parce que la carte, évidemment, il y a des reliefs. Il ne fallait pas que ce soit non plus. Il faut rester dans l'abstrait, mais il faut avoir, pour que ça soit suffisamment narratif, on est obligé d'être un peu figuratif.
C'est pour ça les animaux donnent cet accent-là dans le Fillac, avec la grotte 112. Le chaman danse en suivant les pas comme ça, le territoire dansé. Il va jusqu'à Montignac, rencontre le taureau, qui est l'accueil du serpent, puisque après, le serpent Vézéra va descendre avec, en passant par l'ours, le Bordeaux, le centre. J'ai passé le cerf au centre, avec ses points qui est dominant. Voilà, et le serpent Vézéra va embrasser l'autre serpent de la vallée de la Dordogne à Libaye. Voilà. Nous avons les pas du chaman après le guide jusqu'à Cablan, et là il y a une horde de chevaux, puis il y a la Vénus de Sèvres avec la Salamandre et l'Angèle de Saba, pour continuer après jusqu'aux Zézis, là où on rencontre les Vénus, Sureuil, notamment le jury et le bison, évidemment. Voilà, avec fond de gomme. Et puis on remonte et on trouve encore un chaman. Alors il y a un chaman qui vient de la grotte de Saint-Cirque. Et je ne sais pas si Jean-Max, tu le reconnais. Voilà. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oui. Oui, ben c'est la grotte sorcier, nous soutenons. En fait, on connaît tout le monde, on connaît la Vénus de Cireuil, la Vénus de Toursac, la Vénus de Loge-Rivasse, Vérène de Glasgow, l'ours de Récoudou. Tout le monde est là, et surtout l'homme oiseau. Alors, merci Jean-Max de tout ton savoir et de ton soutien ici. Voilà. Ce sur quoi pour donner je vais essayer d'être un peu plus clair. Ce que j'ai compris, c'est que les lieux où apparaissent les animaux totemiques sont dédiés à chacune des grottes. Et en fait, chacune des grottes se rapproche aussi d'une Vénus. C'est-à-dire qu'il y a comme un chemin qui existe déjà dans lequel on voit l'onirisme de l'artiste, sa lecture topographique, renvoie à une réalité qui est évidente. Vous avez donc le taureau, le mammouth, le cerf, l'ours, l'auroch, qui ressemble au bison, le cheval, et en fait, on a l'impression que les hommes qui ont fait, d'ailleurs, j'ai eu un article précédent qui disait que dans la vallée, on reconnaît un certain style, donc certainement que les artistes de l'époque se sont déplacés de lieu en lieu, ce sont eux-mêmes qui ont dessiné dans la vallée. C'est-à-dire qu'on reconnaît une certaine esthétique. En fait, ce que c'est de nous montrer l'artiste, moi je l'interprète comme ça, c'est qu'il y a une cohérence, il y a une logique, il y a 7 lieux, 8 Vénus. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire, d'ailleurs, vous avez un schéma théorique ici, si vous voulez bien le dire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, et vous avez la vallée de la Vézère qui est dessinée comme une diagonale. Donc il y a certainement, alors elle le décrit en tant qu'artiste comme une sorte de chemin de rêve, une sorte de danse qui rejoint le maelstrom et qui tourne comme ça et qui va jusqu'au fond de la grotte. Mais cette cohérence, elle est déjà dans la vie des hommes préhistoriques. C'est-à-dire que ce que je suis sur quoi, et j'en resterai là, sur quoi je veux insister, c'est que l'artiste traduit à sa manière une réalité inscrite dans la pierre. Merci, c'est ça, exactement ça. Je dis les bons mots que moi je ne peux pas dire puisque je le fais, je ne peux pas le dire. Exactement. Merci Marc.